Bonjour, bonjour à tous. Merci pour votre présence. Venir nous entendre parler d'intelligence augmentée pour l'ingénierie. Je suis Jean-Pierre Roux, je suis le CEO de DCA Technologies et donc nous allons faire une présentation à deux avec Guillaume qui est notre responsable des ventes. Et on laissera un peu de place, j'espère, pour plein de questions en fin de session. Voilà, alors je vais commencer par quelques propos un peu génériques et on va converger petit à petit vers le sujet. Mais on va peut-être des choses que vous avez déjà lues, bien sûr. L'IA peut faire beaucoup de choses. L'IA peut faire des choses aussi dans l'ingénierie de la conception et dans l'ingénierie de la fabrication. Pourquoi ? Parce que l'IA peut permettre d'automatiser, d'augmenter, d'aller plus vite et donc du coup de regarder plus de configurations, plus de solutions dans un temps imparti. L'humain peut les trouver, ces solutions, seulement on travaille tous avec des jalons et donc on est limité dans le temps. Un projet, quand on développe un système, que ce soit un système d'armement, que ce soit un véhicule automobile, il y a plein d'hypothèses en début et surtout sur les débuts de projet, il faut reprendre depuis le début puisqu'il y a des nouvelles hypothèses qui rentrent, etc. Et si on est dans un mode manuel, eh bien, ça prend du temps et on n'a pas le temps justement d'aller explorer différentes solutions. Donc avec l'IA, on peut faire de la génération de design, on verra des exemples d'architecture, de solutions. On peut bien sûr de fait aller explorer des configurations qu'on n'a pas le temps d'explorer, donc c'est là que l'innovation peut venir. On n'est pas en train de vous dire que depuis un carré on va faire une sphère, c'est pas de ça dont il s'agit. Néanmoins, on peut trouver des configurations intéressantes. Et puis finalement, on peut regarder un problème, un système dans sa complexité selon différents axes. L'axe bien sûr de la performance, l'axe du coût, l'axe de l'éco-design qui est de plus en plus intéressant et important selon les industries. Donc une belle promesse en tout cas avec l'IA, mais avec bien sûr des enjeux, des contraintes et des changements qu'il faut interopérer dans les sociétés. Alors, je voulais tout d'abord parler d'IA. Il y a l'intelligence artificielle et puis ce qui s'appelle aussi l'intelligence augmentée. Donc nous, on dit qu'on fait de l'intelligence augmentée. Alors, on a essayé d'opposer les cas avec des exemples très simples. Si on regarde la colonne de gauche, l'intelligence artificielle, elle est vraiment là pour essayer de reproduire exactement ce que fait l'humain pour en faire un système où l'humain est finalement très peu impliqué. Ça veut dire que l'IA est vraiment autonome. On peut penser bien sûr au véhicule, mais vous avez vu, on n'est toujours pas au véhicule autonome, donc ce n'est pas aussi simple de faire un véhicule autonome avec de l'IA, où il y a donc plus d'intervention humaine. Et bien sûr, la partie du bas, si on remplace l'humain, ça pose un petit peu de problème sur qu'est-ce que nous allons faire demain. Ça pose aussi des problèmes d'éthique, puisqu'on sait que l'IA, il y a des biais dans l'IA, il y a des hallucinations, il y a plein de choses, donc il faut être méfiant. Donc la différence entre l'IA à gauche artificielle et l'IA augmentée, elle va effectivement faire appel de l'IA artificielle, mais on va laisser l'humain dans la boucle. L'humain va être là au début, il va être là au milieu, il va être là à la fin pour faire des choix. Donc c'est ça la grande différence. Donc l'intelligence augmentée, c'est comment est-ce que je donne plus de puissance à l'humain en automatisant et en émulant finalement les processus, comment on lui laisse plus de choix pour faire des décisions de solutions plus éclairées, plus avisées. Donc on parle, vous verrez des applications où finalement c'est l'humain qui a défini les choses en entrée et des applications où c'est l'humain qui décide à la fin qu'est-ce qu'il va faire des résultats qui sont générés. Bien sûr, on pense en exemple standard, c'est tout ce qui est support à l'imagerie. On dit bah non, ça va remplacer finalement les personnes spécialisées dans l'analyse d'images pour l'imagerie médicale. Non, c'est qu'en fait, ça va aider l'humain à être encore plus puissant dans ses prises de décision. Bien sûr, il y a aussi des problèmes d'éthique parce qu'on va utiliser l'IA artificielle derrière tout ça. Donc il faut être responsable, être conscient de ce qu'on utilise, que l'IA est dépendante des données qu'on utilise bien entendu en entrée. Et donc il ne faut pas regarder ça comme une boîte noire. Voilà. Donc, ce sont quelques concepts un peu généraux, mais qui sont importants pour nous, pour dire qu'on fait nous de l'intelligence augmentée pour l'ingénierie. Alors, finalement, si on lit, c'est un extrait d'un rapport de BCG sur justement les attendus, les contraintes, les bénéfices de l'IA dans l'industrie et même dans toutes les sociétés. Finalement, on se rend compte que le problème, ce n'est pas l'algorithmie, ce n'est pas les mathématiques qui sont derrière. On peut trouver le bon algorithme pour le bon problème, globalement. Le vrai problème, il concerne plutôt les hommes en place, les équipes, les processus et les infrastructures. Et donc ça, c'est pas juste anodin, parce que ça veut dire que déployer de l'IA, ce n'est pas juste par pensée de technologie. Alors, typiquement un exemple,
on le voit nous-mêmes en déployant, en poussant notre technologie d'IA augmentée chez nos clients industriels. Un des points, c'est tout le monde a quelque part la volonté d'avancer sur ces sujets. Néanmoins, tout le monde a des projets, d'autres projets en place. Et l'IA, contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas gratuit, ça coûte cher, ça ne se fait pas tout seul et d'une façon automatique. Donc le problème déjà, c'est de prioriser des actions d'implémentation d'IA sur des processus existants. C'est un vrai problème pour les entreprises et il faut une vraie seniorité dans l'entreprise qui va pousser le projet. Et ça m'amène au deuxième point. Il y a bien sûr beaucoup nécessairement de frayeur à cause de l'IA. On va me remplacer, même si je suis concepteur, ingénieur, etc. Et donc, ce qui est faux, au demeurant, il faut vraiment qu'il y ait un sponsoring fort de l'industriel dans la direction de l'ingénierie. Et on l'a vu, nous, là où on a avancé le plus chez certains clients, c'est qu'il y a un sponsoring fort de la direction pour pousser plus loin et ne pas s'arrêter à des frayeurs, à des choses qui vont bloquer la route, finalement. Et puis, le dernier point, il ne s'agit pas de mettre de l'IA avec un petit code Python. Hein. Python, c'est comme le langage pour faire de l'IA, mais faire un petit code Python sur un coin de bureau, ce n'est pas ce que veulent les entreprises. Ils veulent une solution qui va s'articuler avec tous les outils d'entreprise en place. Donc voilà quelques challenges à dépasser quand on va implémenter de l'IA, et finalement, ce n'est pas que pour l'ingénierie. Rapidement, l'IA pour l'ingénierie, on va pouvoir l'implanter à toutes les phases de développement d'un produit jusqu'à sa fabrication. Donc on va pouvoir implanter de l'IA dès les phases amont, les phases qui peuvent être des phases de RFQ, de RAO, réponse à appel d'offres. Ça peut être de l'IA qui va permettre dès les phases d'architecture et de conceptuel de générer plus de solutions pour aider à la décision. Ça peut être de l'IA qui va être implantée un peu plus tard dans les développements détaillés des solutions. Ça peut être de l'IA, on va le voir, qui va vérifier aussi ce qui a été fait par l'humain. L'humain n'est pas infaillible, il fait des erreurs. Et donc l'IA peut les aider dans la partie validation. Et finalement, l'IA peut être utilisée aussi pour optimiser les processus ou les séquençages de fabrication. Alors, je parlais des challenges plus dans l'ingénierie. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans l'ingénierie? Quand on conçoit une voiture, un avion, un bateau, un sous-marin, on doit être prudent, on ne casse pas tout, on ne casse pas la baraque, on met de l'IA, etc. On est dans un milieu qui est très conservateur et on comprend pourquoi, il y a des enjeux derrière. Donc ça suppose que il faut des solutions qui soient précises, traçables et qu'on puisse valider. Ça, c'est un point essentiel. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre n'importe quel algorithme pour autant et pour assurer cette précision et cette validation. Le deuxième point, c'est la complexité de la donnée. Dans l'ingénierie, on a certes des documents et des images et des technologies de LLM comme celle de Mistral ou d'OpenAI ou d'autres peuvent être utilisées. Néanmoins, dans l'ingénierie, on fait de la CAO 3D, la géométrie 3D dans des outils de CAO, on fait des plans 2D pour fabrication, on fait de l'ingénierie système, etc. Donc il faut pouvoir déployer des IA qui vont fonctionner sur toutes ces typologies d'objets qui sont utilisés communément et tous les jours par les ingénieurs et les bureaux d'études des entreprises. Et puis finalement, le dernier point, je l'avais un petit peu abordé, il nous faut une solution qui soit bien sûr en interaction avec les outils d'entreprise existants. Quand on est dans l'ingénierie, la colonne vertébrale de l'ingénierie, c'est le PLM, hein, c'est le Product Lifecycle Management, la solution qui va finalement fédérer toute la donnée qui est utilisée pour concevoir et tracer la conception d'un produit dans tout son cycle de conception, voire plus loin. Donc il faut pouvoir se connecter à tout ça. Donc ça veut dire que si on revient sur ces 3 points, il faut trouver des IA qui sont traçables, des IA qui sont explicables pour qu'on puisse justifier les solutions qui sont générées. Il faut une plateforme et des IA qui sont capables d'être utilisées sur les différentes typologies d'objets dont j'ai parlé. Et bien sûr, une IA qui est intégrée dans une plateforme et qui va pouvoir communiquer avec les autres outils. On ne peut pas dire on apporte une solution et elle est dans son coin. Il faut qu'elle puisse consommer la donnée qui est ailleurs et la redonner dans un autre environnement. Donc, quelques généralités pour introduire au sujet. Et finalement, pour parler de Dessia, puisqu'on va vous parler ensuite de la solution Dessia. Donc Dessia, nous sommes une start-up française qui a été créée en 2017 avec un premier anniversaire important, une date importante pour Dessia. C'est une première levée de fonds précide en 2021 avec 3 investisseurs capital risque, 2 Français et un Allemand. Et puis en 2024, en été, nous avons fait une deuxième levée de fonds seed avec 2 de nos investisseurs capital risque historiques. Et Orano, via son corporate venture fund, a investi dans le capital de Dessia. Donc pourquoi tout ça? Bien sûr, c'est
pouvoir financer nos investissements dans la technologie qui est en rupture et pouvoir proposer des solutions plus robustes, plus matures à nos clients. Vous voyez donc quelques logos de clients en bas de l'écran. Ça suppose que vous voyez qu'on travaille avec différentes industries, que donc notre technologie est assez agnostique. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on fait pour nos clients? On va les aider à être soit plus rapides, soit plus efficaces, soit plus précis, soit plus robustes. Sur ce, je passe la main à Guillaume pour la suite. Merci Jean-Pierre. Et oui, donc finalement, Dessia, dans tout ça, où est-ce qu'on se situe? Juste un petit mot de sémantique. Dessia, c'est une start-up française dont le nom vient de la contraction de dessin et IA. Donc en fait, nous, on se situe dans la conception avec IA, donc intelligence artificielle ou augmentée, comme l'a expliqué Jean-Pierre. Et finalement, notre vision, c'est que l'IA ou AI en anglais, alors on l'a mis au futur, mais on pourra le mettre au présent, puisqu'on le voit déjà aujourd'hui chez tous nos clients, c'est que l'IA, elle révolutionne la façon de concevoir. Comme l'a expliqué Jean-Pierre, que ce soit pour aller plus vite, on a des énormes enjeux de time to market, notamment dans l'automobile, mais également de coûts des conceptions pour des industries comme la défense, le naval ou l'aérospace, mais également des besoins d'innovation, de générer plus de solutions à moindre coût, avec une bonne qualité, parce qu'il n'est pas toujours évident de pouvoir checker toutes les règles métiers sur un système complexe ou même une pièce. Donc la possibilité d'utiliser l'IA pour améliorer ces process de conception reste un énorme vecteur de gain de temps, de coût, de qualité. Donc finalement, nous, Dessia, comment on se situe là-dedans? Donc notre mission, issue de la vision, tout simplement, nous, on développe et on vend une plateforme logicielle. Jusqu'à présent, on parlait beaucoup de SaaS, de Software as a Service. Nous, on peut dire qu'on se situe dans le domaine des PaaS comme Platform as a Service. Et donc, on a développé une plateforme qui permet à l'ingénieur, aux développeurs, ou en tout cas aux personnes de la conception des grands groupes, de venir développer ce qu'on appelle des AI apps. Qu'est-ce que c'est qu'une AI app? C'est une application qui va venir encapsuler un process de conception ou d'ingénierie et qu'on va augmenter avec nos librairies d'IA, d'intelligence artificielle cette fois-ci, qui sont notre propriété intellectuelle, donc des algos, que ce soit du placement par exemple de pièces, de la génération, du check de géométrie, etc. Donc en entrée, on va prendre les données, vos données, les données clients, les données des services ingénierie et design. Ça peut être du 3D, ça peut être des modèles 3D, des modèles de conception. Ça peut être également du 2D. On a énormément de demandes aujourd'hui sur du check de plan 2D, mais également tout type de données comme des règles métiers qui sont au format Word, Excel, PDF. On peut imaginer ce qu'on veut. On va venir coder tout ça, encapsuler dans une app et venir automatiser le dit process de conception pour en générer un certain nombre de solutions sous forme de nuages de points, de géométrie 3D, d'architecture ou simplement de rapports OK, non OK avec des couleurs. Finalement, pour illustrer ces propos-là, on a un exemple qui date de quelques années maintenant, mais qui est assez parlant des premières générations d'architecture qu'on a pu faire. Donc c'est un exemple qu'on a fait en partenariat avec Renault Group, sur un système de refroidissement où on connaît tous les process d'ingénierie qui sont parfois longs, silotés, manuels, qui mettent en exergue en fait différents services d'ingénierie qui évidemment lors des design reviews vont communiquer pour faire la convergence finale, mais qui vont au-delà lors du développement du système travailler séparément de manière silotée, et donc on peut arriver à des délais qui sont assez longs, comme ici 1 mois pour la génération d'une architecture système, et ce qu'on appelle le processus en cascade, qu'on va retrouver dans beaucoup d'ingénierie qu'on connaît. Finalement, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des AI apps, les fameuses AI apps, dans notre plateforme. Alors, dans ce cadre-là, il y en avait plusieurs. Ça peut être 1, 2, 3 ou plusieurs pour couvrir tout un process d'ingénierie. Et finalement, utiliser ces AI apps permettent non plus de travailler de manière séquentielle, mais cette fois-ci de manière parallèle, d'automatiser la génération des solutions, tout en garantissant le respect des règles métiers, et donc d'aller beaucoup plus vite. Et finalement, dans le cadre de cet exemple-là, Renault est passé de 30 jours pour générer une architecture système à 1 journée pour en générer des dizaines. Alors évidemment, on ne fait pas le ratio 30-1. Évidemment, à l'issue de la journée, il y a un processus de décision. Il y a encore une convergence archi, système et ingénierie.
Mais je dirais qu'au bout de 3-4 jours, finalement, ils auront pu choisir la meilleure architecture parmi les dizaines qu'on aura proposées, alors qu'en 30 jours, ils en généraient une avant. Donc voilà, donc nous, on développe des apps, ça peut prendre du temps, il y a un délai de développement, on custom, on l'intègre, mais on ne va pas chercher du 5% de réduction. Là, on va chercher du 80-90% de temps de réduction sur le time to market. Donc finalement, notre proposition de valeur, où est-ce qu'elle se situe? On l'a vu, déjà dans le process, parce qu'on va augmenter les process, on va les améliorer, on va améliorer la qualité, on va proposer des respects automatisés et des checks de règles métiers, mais surtout un time to market qui est beaucoup plus rapide. Mais bien évidemment, elle n'est pas que sur le process, elle est également sur le produit, puisque finalement, l'IA va nous permettre de générer des clusters de solutions, en tout cas des dizaines et des dizaines de solutions dans un temps très restreint, qu'on va clusteriser par critères, selon les critères qu'on va vouloir en sortir. Ça peut être de la masse pour l'automobile si c'est des émissions de CO2, ça peut être du coût, ça peut être des kilowattheures si on fait des batteries, etc. Et finalement, la proposition de valeur se situe également sur la conception produit-process qui va permettre de concevoir plus rapidement et de proposer plus de solutions dans un temps égal, voire restreint. Donc notre solution, c'est quoi? C'est une plateforme qui est web-based. Alors évidemment, on peut travailler via le cloud sur des données désensibilisées dans le cadre de création d'un POC ou d'un MVP pour une première application. Mais bien évidemment, ça peut s'utiliser on-premise dans vos systèmes à vous, sans accès vers l'extérieur. Donc on travaille sur des objets d'ingénierie codés en Python. On intègre vos data, que ce soit du 2D, du 3D, et on a un modeleur 3D qui permet de faire de la visualisation ou du check pour les résultats de sortie. Et évidemment, on s'interface avec la plupart des systèmes d'information présents dans l'ingénierie, donc notamment les PLM, avec du 3DS, du Teamcenter pour les plus connus. Mais on est ouvert et on fonctionne d'ailleurs de manière autonome, mais on peut tout à fait s'intégrer dans votre environnement de CAO pour que Dessia fonctionne en batch, en shadow derrière, sans avoir à faire sortir le concepteur de son écosystème. Donc vous l'avez compris, notre solution, on va dire qu'elle a deux façons de fonctionner. On a le monde de gauche, qui est un monde qui s'adresse plutôt à des développeurs, à des codeurs, à des gens qui connaissent l'IA et le développement, et notamment ici Python, puisque c'est notre stack de développement, où les gens vont avec un app builder, donc un système de workflow qui va vous permettre de créer vos apps avec des boîtes qu'on va glisser, déplacer, connecter, dont on va définir les entrées-sorties, qui vont permettre à des gens de l'ingénierie, avec une connaissance de développement, de créer, de générer, de customiser leur propre application. Et puis, donc ça, on va le faire pour nos clients et on va former les clients à le faire de manière autonome par la suite. Et il y a aussi, ensuite le monde de droite qui est le monde de l'utilisation. Donc là, on est déployé et donc ça s'adresse au end-user, à l'ingénieur, au technicien, au concepteur qui va utiliser ces fameuses AI apps. Donc on a un exemple de la plateforme avec un certain nombre d'apps. Finalement, l'utilisateur va lancer l'application qui va lui demander un certain nombre de données en entrée, que ce soit un modèle CAO, des règles métiers, des paramètres si la CAO est paramétrée ou voilà, des choses à checker. Donc il va remplir ce formulaire qui a été défini dans la construction de l'app, la lancer et elle va générer les solutions qui pourra échanger sur la plateforme avec les décideurs et donc finalement prendre une décision finale sur la vérification d'un design ou la génération d'une architecture. Je vais repasser la parole à Jean-Pierre pour expliquer un peu les différentes typologies de AI app qu'on a pu faire par le passé pour nos différents clients. Merci Guillaume. Donc passons à quelques exemples. On ne couvrira pas tout dans le détail, mais il faut garder en tête que cette plateforme elle est assez horizontale dans le sens où on va pouvoir augmenter différentes typologies de processus de conception et de fabrication. On les a classés ici déjà sur cette planche-là en 4 catégories qui correspondent un peu aussi à la façon de concevoir des produits. Donc la partie de gauche, on est plus sur des phases très amont où on va travailler sur des générations d'architecture dites fonctionnelles ou logiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des architectures de systèmes
qui n'ont pas encore de dimension physique. Donc on est dans un monde un peu 0D, comme on dit. Par contre, on va pouvoir, grâce à nos algorithmes, générer finalement toutes les architectures possibles qui vont répondre aux exigences des cahiers des charges, par exemple, du client final, qui vont pouvoir intégrer, comme on l'a dit précédemment, les règles métiers, de sorte à contraindre finalement la génération d'architecture. La finalité, comme l'a déjà exposé Guillaume, c'est de générer un nombre de solutions qui respectent et qui permet à l'équipe projet de faire un choix avisé sur telle ou telle solution. Donc 2 exemples, je ne vais pas les détailler ici à gauche sur l'architecture fonctionnelle et logique. Ensuite, on va passer plutôt dans le monde de la 3D, ce qu'on appelle aussi l'intégration physique, avec quelques exemples. On a pu aussi développer quelques algorithmes un peu spécifiques autour de ce qui s'appelle le routage. Le métier du routage, c'est comment est-ce que je relie différents équipements, composants entre eux, par soit de l'électricité, soit par des liquides, des fluides. Donc ça peut être des tubes, des tuyaux, des conduits. Et derrière ça, en fait, c'est un métier qu'on retrouve dans toutes les industries, qu'on soit dans les navires, qu'on soit dans l'automobile, qu'on soit dans les avions. Et donc nous avons développé des algorithmes qui fonctionnent un peu comme Waze. Si vous utilisez Waze ou Google Maps ou autre, vous avez donc un algorithme qui va chercher le plus court chemin pour aller du point A au point B. Dans le cas de Waze, l'algorithme va pondérer en fonction du trafic. Il va vous proposer des solutions peut-être pas les plus courtes en distance, mais qui seront les plus courtes en temps, parce qu'il va pondérer son chemin le plus court en prenant en compte le fait qu'il y a des bouchons. Donc nous, de la même façon, nos algorithmes de routage intègrent dès le début les règles métiers du client. Donc quand il développe son app ou quand on la développe pour lui, on intègre ces règles qu'ils utilisent tous les jours pour faire du routage de leur conduit, de leur harnais électrique, etc. Et donc nos algorithmes vont chercher les meilleurs chemins en respectant bien entendu toutes ces règles métiers. La finalité, c'est de pouvoir aller plus vite et aussi générer plus de solutions. C'est un peu la même chose que ce qu'on vous répète depuis le début, mais sur des choses concrètes. Donner plus de solutions et pouvoir faire ce qu'on appelle les trade-offs, des études d'impact sur le choix d'une solution par rapport à une autre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'intégration mécanique qui s'applique à différentes industries. Vous avez vu les logos tout à l'heure, donc tous ont des métiers de routage ou d'emménagement ou d'intégration. La 3e colonne, tout ce qui est configurateur d'architecture, on est plutôt sur un outil, des applications, des apps qui vont générer des solutions à partir de bases de données de composants existants. Le but, c'est de réutiliser ce qu'on a sur étagère et non pas d'aller inventer la roue. Ça a pour principe, bien sûr, d'avoir des coûts plus limités. Je montrerai un exemple après. Et puis la colonne de droite, on est plus sur des approches qui sont plus proches de l'ingénierie de la fabrication, avec en haut à droite ce qu'on a écrit Plant Point Cloud. Typiquement, c'est comment est-ce que je numérise une usine existante et je lui crée son jumeau numérique en CAO. Eh bien, il y a une façon de le faire, c'est de le faire à la main. C'est que je numérise avec des lidars et après à la main, je vais analyser les nuages de points et reconnaître qu'il y a tel et tel équipement. Ou j'utilise des algos d'IA qui vont en fait reconnaître automatiquement où sont les composants et les placer. Évidemment, vous pouvez imaginer que les gains en temps sont phénoménaux. Donc voilà un exemple. L'exemple en bas à droite, c'est comment est-ce que finalement on regarde le plan de fabrication et on se dit finalement, si on regarde selon plusieurs dimensions, la dimension du matériau, la dimension de l'assemblage, technologie d'assemblage entre les différentes pièces, la façon de fabriquer les pièces, finalement on a une grande combinatoire et le cerveau humain va avoir du mal à résoudre ça. Et ici, avec ces approches-là, on va pouvoir finalement générer encore une fois différents scénarios de fabrication et permettre de faire un choix un peu intéressant. Ensuite, l'autre aspect de l'utilisation de l'IA, c'est plutôt la vérification. Donc avant, je générais des choses, ici je vérifie. On a des capacités finalement à relier les règles métiers, on en a parlé plusieurs fois, avec de la CAO 3D, donc une géométrie créée dans des modeleurs du marché, et donc d'automatiser cette vérification. Vérifier que les composants ont été placés selon la règle de l'expert, ont été positionnés, ont été reliés correctement, et là on utilise différentes typologies d'IA pour automatiser ces revues. Les gains sont simples, c'est qu'aujourd'hui toutes les sociétés font des revues de conception, donc vont concevoir et à un certain jalon vont vérifier à la main si ce qui a été fait est correct, parce que l'erreur est humaine et l'humain aussi ne va pas toujours chercher les règles où il faut, et donc ne les applique pas. Donc on vérifie à des séquences données. Ici, on va, avec cette automatisation, pouvoir vérifier au fil de l'eau ce qu'on a fait tous les soirs, ce qu'on a fait est correct, ce qui va éviter de traîner une erreur qui ne serait découverte qu'au jalon suivant dans un mode actuel.
Donc ça s'applique sur du 3D, et comme l'a dit aussi tout à l'heure Guillaume, on va pouvoir le faire aussi sur des plans 2D, puisque les plans ils sont toujours vérifiés avant de partir en fabrication, parce qu'on connaît les conséquences d'un plan qui est faux. On va fabriquer des outillages faux ou en fabriquer faux, ça peut coûter très vite, très très cher. Alors je parlais de routage tout à l'heure, je ne vais pas rentrer dans le détail et je vérifie aussi le timing. Ici, c'est peut-être pas très visible, mais c'est du routage derrière une planche de bord. Évidemment, vous ne voyez pas tout ce que vous voyez en bas quand vous êtes en train de conduire, mais si on enlève la peau qui est devant la planche de bord, en fait, c'est un environnement qui est très contraint. Il y a beaucoup d'électronique, il y a plus de 100 composants à relier entre eux, et donc il y a ce qu'on appelle un harnais électrique. C'est ce que vous voyez un peu en vert ici. Et donc c'est un processus qui est très long. C'est pas juste je cherche mon chemin, il faut que je cherche mon chemin, mais en même temps je respecte toutes les règles qui sont des règles de supportage, des règles de rayon de courbure, tout ça pour que ce soit des durables, qu'il n'y ait pas de vibration, des choses comme ça, du bruit. Et donc on doit aussi respecter des règles d'assemblage, comment est-ce que je l'assemble en usine. Et ça c'est un processus qui est très long. Avec une application générative finalement, ce sont le même type de gain que ce qu'a présenté Guillaume tout à l'heure. On va pouvoir, avec ces applications, en quelques heures, donner plusieurs solutions à l'équipe projet et encore une fois faire un choix avisé. On va parler un peu d'automobile. Voilà un exemple plutôt dans le monde du naval. Ici, on est plutôt dans le monde du naval militaire, mais ça va s'appliquer sur du naval civil, où finalement, il y a aussi des placements d'équipements à faire dans des pièces. Il y a des réseaux à tirer, donc des réseaux électriques, des réseaux hydrauliques, des réseaux aérauliques. Et ce sont des coûts qui sont faramineux en termes de développement, puisqu'on est sur des systèmes qui sont très grands quand on pense à un porte-avions, quand on pense à un navire de croisière. Donc c'est des choses qui sont très très longues. Si on capture finalement ces règles, eh bien on est capable de faire du routage. Alors bon, ça vous parle peut-être pas trop ce que vous voyez en bas à gauche, mais ici on a du routage en nappe, avec des nappes donc électriques. On a quelques tubulures qui transportent de l'hydraulique. Et donc toute la finalité, c'est ce qui est suggéré, c'est que les apps vont donner plus d'éléments, plus de solutions et donc plus d'idées aux concepteurs pour faire les choix les plus avisés dans un temps beaucoup plus faible. Deuxième exemple, et je crois que c'est le troisième exemple, c'est le dernier. Je vous parlais de configurateurs. On retrouve beaucoup de ces besoins-là chez nos clients quand ils sont en réponse à des appels d'offres, les RAO, où on leur demande dans un temps très très court de répondre à un cahier des charges et de dire ça coûte tant et ça fabrique tant à telle cadence. Et souvent, vu que les processus sont très manuels, on arrive à une solution et on espère qu'elle est bonne, elle est compétitive parce qu'il y a des compétiteurs et que si on est retenu, la solution a été bien cernée avant pour pas qu'on ait des surprises après et que ça nous coûte plus cher que prévu. Donc l'idée de ces applications génératives d'architecture, elles vont prendre en entrée les exigences d'un cahier des charges, vont prendre en entrée peut-être les librairies de composants existants et avec des algorithmes de type arbre de décision et des combinatoires, on va finalement générer toutes les solutions possibles et ne garder finalement automatiquement que celles qui vont respecter les exigences et aussi encore une fois les règles métiers. Donc l'exemple qui est montré, c'est une app qui a été développée par OP Mobility dans le stockage d'hydrogène. L'hydrogène qui est utilisé aujourd'hui sur des véhicules type camion et train et encore plus dans l'avenir, où bien sûr il faut essayer de maximiser le stockage d'hydrogène pour augmenter l'autonomie, mais avoir réutilisé au maximum les réservoirs haute pression qui sont déjà sur étagère pour pas de recréer quelque chose à façon. Donc des applications qui peuvent intégrer bien sûr des valeurs, des indices de performance de l'ingénieur, mais qui vont également intégrer des notions de coût, puisque la finalité d'une RFQ, c'est de dire voilà, on vous propose telle solution pour tel coût. Permettre bien sûr aussi de discuter avec le client final et de lui montrer que s'il relâchait un petit peu ses exigences de quelques pourcents, peut-être qu'il y aurait une solution beaucoup plus abordable qui serait disponible. Voilà, on en arrive à la fin de notre présentation. On vous l'a dit, finalement, l'IA, on parle bien d'intelligence augmentée. Derrière ça, c'est différentes technologies et algorithmes d'intelligence artificielle. Mais encore une fois, c'est en entrée des données d'humain, au milieu de l'humain qui va prendre des décisions et à la fin, les décisions finales par l'humain. Donc on est vraiment là pour les aider à aller plus vite. On l'a dit, dans l'automobile, vous n'êtes pas étranger à ça, l'automobile européenne a beaucoup de challenges à réduire ses temps de développement pour pouvoir bénéficier des nouvelles technologies de batterie, etc. Si on développe sur 5 ans, le véhicule va sortir, il aura déjà des batteries et des moteurs électriques qui seront complètement dépassés. Donc il faut aller plus vite. Donc, on va dans ce sens-là. On va aider à concevoir aussi plus rapidement du premier coup. Et le premier coup, en fait, c'est plusieurs fois, parce que comme on l'a expliqué,
il y a toujours des remises en cause, surtout au début de projet, où on va revoir les conditions initiales. Et donc, on va refaire plusieurs fois la même chose. Quand on automatise, on va faire vite et plus rapidement, plus robuste. Et donc, encore une fois, comme on l'a dit aussi, l'innovation, elle vient du fait qu'on va pouvoir explorer plus de configurations que l'humain n'a matériellement le temps de se donner à cause des jalons qu'on a tous à respecter dans nos projets de tous les jours. Voilà, donc merci pour votre écoute, et si vous avez des questions, c'est le moment. On a aussi un stand qui est encore ouvert pour quelques D06, merci. Si vous n'osez pas poser des questions maintenant, vous pouvez les poser après. Merci. Merci à tous.